Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Ensemble, on soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème de cette 21e édition de la Journée internationale des réfugiés. La journée a été célébrée ce jour en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pas plus de 2 personnes par moto et ces dernières astreintes au port de casque de protection. C'est un arrêté du préfet du littoral qui le stipule. Vous suivrez dans cette édition l'avis des citoyens à ce propos. Et puis en Afghanistan, face à l'offensive des talibans, le Pentagone pourrait retarder le retrait de ses troupes déployées dans le pays prévu au plus tard le 11 septembre 2021. Merci pour l'attention. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Célébration ce mardi 22 juin de la 21e édition de la Journée des réfugiés. C'était au cours d'une cérémonie festive qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Elle a eu pour thème « Ensemble, on soigne, on apprend et on rayonne ». Clémence Cano-François, Ngwederento, Fiacre Voitan. Le Bénin tient pour la 21e fois le pari de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. C'est à travers une cérémonie festive présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. Et pour cette 21e édition, le thème choisi est « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne ». Un thème qui vient corroborer l'inclusion de ces réfugiés au Bénin selon Guillaume Rompéré, président du Bureau central des réfugiés du Bénin. Nous voulons d'entrée de jeu vous rassurer qu'avant même d'être choisi par la communauté internationale comme thème de cette année 2021, l'inclusion est déjà une réalité que nos réfugiés vivons au quotidien avec le peuple béninois. En effet, nous sommes des réfugiés urbains et nous avons accès à l'éducation ainsi qu'aux avantages sociaux parmi lesquels la santé, le sport, au même titre que les Béninois. Le thème de notre journée est donc un appel à la vie et à l'engagement. Par cette célébration qui a connu la présence du représentant du Haut Commissariat des réfugiés, le Bénin se met en phase avec la communauté internationale et manifeste son entière adhésion au thème retenu. Ce qui permet au ministre d'affirmer que le Bénin a fait un grand progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés présents sur le territoire national. Le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection des réfugiés et faciliter son inclusion. En attendant l'aboutissement de cette démarche, le gouvernement veille à l'application sans faille de l'ordonnance 7541 du 16 juillet 1995 portant statut des réfugiés qui pose déjà le principe de cette inclusion. Dans sa mise en œuvre, les élèves et étudiants réfugiés bénéficient déjà de la gratuité de l'école et des mêmes conditions d'accès à l'université que les nationaux. En ce qui concerne l'accès à la santé, les réfugiés sont admis à souscrire aux prestations de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale. À cet effet, le certificat d'identification personnelle résident leur est délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. D'autres moments forts de cette cérémonie ont été les tableaux artistiques présentés au ministre par les réfugiés et la remise des attestations aux réfugiés en fin de formation. C'est devant les hommes des médias et quelques cadres de son ministère que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi a fait le point du 59e sommet de la CEDEAO tenu à Accra, au Ghana, le 19 juin 2021 et qui a connu la participation du président Patrice Talon. On l'écoute au micro de Clémence Tonocoin et de Jean-Baptiste Boucan. Chef d'État et de gouvernement
réaffirmant leur engagement à approfondir le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, ont procédé à l'examen et à la prise de décision sur des questions spécifiques ci-après. D'abord, sur la situation de la pandémie de la Covid. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de nos structures spécialisées qu'on appelle l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. Sur la situation politique dans la région, la conférence a réitéré ses préoccupations au sujet de la crise au Mali. À cet effet, la conférence des chefs d'État a pris note de la nomination du Premier ministre civil et de la formation d'un nouveau gouvernement et de l'engagement des autorités de la transition à se conformer au calendrier électoral, l'élection présidentielle étant prévue en février 2022. Concernant particulièrement la situation sécuritaire dans notre région, la conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Par ailleurs, la conférence a exprimé sa vive préoccupation quant aux effets déstabilisateurs des opérations des groupes de mercenaires venant de la Libye et appelle à une action internationale concertée en vue de la résolution urgente de cette question qui implique le désarmement des groupes de mercenaires dont je viens de parler. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté maritime, la conférence a réitéré son appel aux États membres afin qu'ils mettent pleinement en œuvre les mesures adoptées au niveau national, régional et continental dans le but d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée. Sur la création d'une union monétaire, je voudrais vous informer que la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO, dont la phase de convergence couvre la période 2022-2026 et la phase de stabilité qui, elle, va courir à partir du 1er janvier 2027 au titre des réformes institutionnelles. La conférence des chefs d'État a adopté à l'unanimité la réduction à 7 du nombre de commissaires. Atelier de formation des promoteurs d'industrie agroalimentaire de l'Atlantique ce lundi 21 juin. C'est une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce qui vise à rendre les industries agroalimentaires du Bénin plus performantes et plus compétitives sur le marché. On retrouve Clémence Tonoucoin et Romaric Devosgi. La direction départementale de l'industrie et du commerce, à travers cet atelier de formation, entend rendre plus performantes et plus compétitives les industries agroalimentaires érigées sur son territoire. L'atteinte de cet objectif passe par une amélioration permanente de leurs prestations, ceci dans la promotion et la valorisation de nos ressources locales. En matière de course à la démarche qualité, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est dire que la démarche qualité doit constituer un processus d'amélioration permanente et continue de vos prestations, dans le but d'être performant et compétitif sur le marché. La présente séance de sensibilisation a donc pour objectif, dans le respect de notre mission de promotion et de la valorisation de nos ressources locales, de contribuer à l'amélioration de la qualité de vos offres dans le respect des tests réglementaires nationaux et internationaux afin de les conformer aux exigences du marché. Le représentant du préfet à cet atelier a invité les participants au respect des règles d'hygiène et de production propres à leur domaine d'activité. Chers promoteurs, désormais, aucun pays ne peut participer au commerce international sans prendre en compte les exigences de qualité et de normes. Pour ce faire, votre premier réflexe lorsque vous voulez produire est de vous conformer aux exigences techniques, à savoir les bonnes pratiques d'hygiène et de production en industrie agroalimentaire
afin d'assurer une bonne santé aux consommateurs et d'être compétitif sur le marché national et international. Il est donc important que chacun de vous accorde beaucoup de sérieux et d'attention aux présentations qui seront faites par les différents communicateurs afin de capitaliser les enseignements reçus de cet atelier. Les initiateurs du présent atelier espèrent voir dans les prochaines semaines l'impact positif des travaux. Le préfet du littoral, à travers un arrêté en date du 16 juin 2021, a étendu l'obligation du port de casque aux passagers de moto. Le même test n'autorise que 2 personnes sur une moto. Un arrêté préfectoral qui a suscité diverses réactions au sein des citoyens. Suivez quelques-uns, ils sont au micro de Clémence Tonoucoin et de Jean-Baptiste Boko. L'arrêté est la bienvenue parce que le port de casque, c'est pour nous sécuriser, d'après moi. Il faut porter le casque. Même celui qu'on remorque doit porter le casque. À 2 sur la moto, on porte le casque et on est libre, on est sauvé. On ne peut pas surcharger sur la moto. Une moto, mais la moto n'est pas protégée. Tu es sur la moto, tu n'es pas protégé. Et tu surcharges encore. Du coup, quand un incident arrive, il faut voir ce que ça va créer comme dégâts. Effectivement, la vie coûte cher, tout est cher aujourd'hui. Si le préfet pouvait nous accorder un délai afin que tout le monde fera tout possible pour en approvisionner du casque. Je pense que cette décision préfectorale, tout doucement, ça fait partie du quotidien du Béninois désormais. Tout le monde l'a compris et ça devient beaucoup plus important parce que déjà, ça protège notre vie. Celui qui est derrière doit porter le casque, celui qui est devant aussi doit le porter nécessairement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par parler de cette histoire. Il y a longtemps, depuis le régime passé. Donc celui qui se lève aujourd'hui et justifie cela comme étant la cherté de la vie, on ne peut pas avoir un casque sur soi. Je pense qu'il a fait preuve de négligence. La moto est confectionnée pour 2 places. Mais quand vous transportez 3, vous transportez 4, mais ce à quoi vous êtes exposé vous-même, ouais, vous le savez. Le fait de dire que la personne qu'on a remorquée là doit aussi porter son casque, non, ça ne peut pas marcher. Donc n'importe qui que toi tu remorques là, ce dernier doit porter son casque. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas dire que tout ce qu'on a vu à l'extérieur, et c'est 100% qu'on va faire au Bénin, ça ne peut pas marcher. Je suis d'accord pour celui qui est en train de construire et de conduire la moto. Mais celui qui est derrière, attendons pour voir. Là, il n'y a rien à dire. Il a raison. Une personne derrière, ok. La loi est bonne, mais ce qui suit derrière, vous voyez, non? Par exemple, moi, je n'ai rien et on me dit de payer un casque pour que celui qui est derrière va porter. Mais je trouve ça que eux-mêmes n'ont qu'à revoir ce paramètre-là. Si c'est pour créer ici un emploi durable, c'est bon. Mais c'est pour acheter avec beaucoup d'argent et enrichir ces gens qui travaillent dans les usines, qui vont avoir de l'emploi en plein temps là. Et nous, on va chômer, continuer de chômer là. Je vois qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à réfléchir à ça là d'abord. Une décision de l'autorité préfectorale qui ne révèle aucun caractère de punition, mais au contraire vise à préserver la vie des citoyens, selon le préfet du littoral, Alain Soro-Orunla. On l'écoute au micro de Clémence Tonoucoin. Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie du passager vaut autant que celle du conducteur, qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'est agi tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté qui vient combler, je vais dire, un vide, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de base textuelle à cette obligation observée avec plus ou moins de discipline par les usagers. Donc, il s'agit ni plus ni moins d'une mesure pour préserver la vie.
parce que les motocyclistes sont les plus exposés aux accidents, ils sont les plus vulnérables. Et quand vous faites une chute, que vous vous retrouvez la tête sur le macadam, vous perdez la vie ou c'est un traumatisme crânien dont les conséquences sont parfois irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte de nous prémunir contre ce risque et préserver notre vie en protégeant la tête par le casque, ce qui se fait dans tous les pays civilisés. Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie, comme les gens le déplorent, plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. C'est une mesure qui, pour nous, est impérative et elle ne relève ni de la punition, ni de la démagogie, ni du populisme, mais tout simplement qui résulte du respect que nous témoignons pour la vie des Béninois, la vie des Cotonois en particulier. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les Béninois sont astucieux, ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les 3 enfants doivent voyager? Est-ce qu'on doit avoir 5 casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter 2 passagers. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix. Actualité en dehors du Bénin, le gouvernement espagnol a gracié aujourd'hui les indépendantistes catalans incarcérés pour tentative de sécession en octobre 2017. Cette tentative constitue l'une des pires crises politiques en Espagne. Une décision qui ne suscite pas l'adhésion de tous, malgré la volonté manifeste du Premier ministre Pedro Sánchez, j'y arrive, de resserrer les liens d'unité nationale. Suivez ici la réaction de quelques citoyens espagnols. La réconciliation entre Madrid et Barcelone, c'est ce que le Premier ministre espagnol est venu plaider ici même au théâtre mythique du Liceu, en plein cœur de Barcelone. Alors ces dernières semaines ont été électriques en Espagne, car le gouvernement espagnol compte libérer de prison les dirigeants indépendantistes catalans, ceux-là même qui avaient été condamnés pour sédition en 2017. Mais il ne s'agirait que d'une grâce partielle, c'est-à-dire que même s'ils sortent de prison, ils devraient tout de même payer leurs amendes et ils resteraient inéligibles. Alors cette décision du gouvernement ne fait pas l'unanimité en Espagne. La droite espagnole notamment se montre contre toute forme de grâce et à l'inverse, les indépendantistes catalans, ou en tout cas certains d'entre eux, demandent une amnistie totale. C'est donc dans ce contexte que le Premier ministre Pedro Sánchez est venu plaider pour la réconciliation. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'a décidé le gouvernement espagnol, c'est d'affronter le problème, de rechercher l'union. C'est pourquoi demain, dans l'esprit constitutionnel de Concorde, je proposerai au Conseil des ministres d'accorder la grâce aux 9 personnes condamnées dans le procès et qui sont en prison. La grâce ne sera officielle que ce mardi, après réunion du Conseil des ministres. Les prisonniers devraient être libérés dans la foulée. En Afghanistan, face à l'offensive des talibans, le Pentagone pourrait retarder le retrait de ses troupes déployées dans le pays. Cela ne devrait pas remettre en cause la date butoir de retrait des soldats américains de l'Afghanistan qui est fixée au 11 septembre 2021. C'est la confusion qui règne en ce moment à Doha, au Qatar, où les responsables du gouvernement afghan et leurs homologues talibans n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, malgré des négociations entamées en septembre dernier. Si le début des négociations de paix laissait présager un espoir pour la population locale, force est de constater que les attaques de talibans se sont intensifiées. Le mouvement islamiste est aujourd'hui aux portes de plusieurs capitales provinciales, dont Kaboul. Si bien que le doute s'installe quant aux réelles intentions des talibans, pourtant dimanche dernier, ils publient un communiqué dans lequel ils réaffirment leur désir d'un authentique régime islamique. Ils demandent aussi à la communauté internationale de laisser les Afghans décider de leur sort. Pour le président Ashraf Ghani, cette situation a assez duré. Il exhorte les talibans à faire un choix. Les talibans doivent choisir, faire la paix ou continuer de traiter le peuple afghan en ennemi. Les talibans sont responsables de la guerre. Nous avons présenté notre plan de paix au monde et aux Afghans, mais où est le leur ? Depuis plus d'un an et de nombreux attentats attribués aux talibans, certains préfèrent l'exil, exaspérés par un conflit
qui dure depuis bien trop longtemps. Une situation qui inquiète de plus en plus le gouvernement. Les démissions, les renvois ou les remplacements s'enchaînent dans les hautes sphères du pouvoir, notamment autour des postes clés en lien avec la sécurité. C'est donc dans ce contexte de violence de plus en plus intense qu'Ashraf Ghani ira ce vendredi rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président afghan espère obtenir le soutien des États-Unis, même après le départ définitif des troupes américaines, prévu d'ici le 11 septembre prochain. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.